Donc, bonjour tout le monde. Moi, je m'appelle Benjamin Bayard, je suis consultant chez Octo Technologies et je travaille sur le sujet de la souveraineté et des questions qui vont autour depuis plusieurs années. C'est en fait depuis que j'ai eu l'occasion d'attirer l'attention de mes collègues sur les conséquences techniques de l'arrêt juridique dit Schrems II, il y a 4-5 ans de ça. Ludo. Ouais, moi, je suis Ludovic Chauveau, donc moi je suis chez Octo depuis 7 ou 8 ans, à la tête d'une équipe d'architectes, et aujourd'hui je représente la practice cloud chez Octo et la souveraineté chez Accenture. Alors, si on commence par de quoi on parle, la mauvaise approche, celle qu'on lit dans, je dirais, les 3/4 des articles de presse spécialisés sur le sujet, c'est de se poser juste la question sous l'angle très étroit cloud souverain, qui est de dire il ne faut pas mettre tous mes bazars chez Amazon, donc il faut que je trouve un cloud provider que je puisse mettre à la place de celui que j'ai choisi, alors que vous ayez choisi Alibaba, Amazon, Google, Azure, vous cherchez un drop-in replacement. Et ça amène à des réflexions de l'ordre de il nous faut un Google européen ou c'est quoi le bon concurrent de Office 365. Donc ça, ce n'est pas intéressant parce que vous ne changez pas la posture. C'est-à-dire que si vous vous retrouvez avec un problème dans le fait d'avoir choisi un fournisseur de cloud ou de solutions en ligne, vous aviez un problème en tant que consommateur passif de la techno X et vous êtes en train de chercher la techno Y qui permettra de remplacer ça sans rien changer. Donc, vous n'avez rien changé à votre posture, vous n'avez rien changé à la quantité de risque que vous prenez. Et on sent bien que ce n'est pas vraiment une solution. Plus exactement, si on faisait une analyse des problèmes qui vous amènent à vouloir changer de fournisseur, ou bien vous avez un problème ponctuel, le fournisseur est mauvais, c'est tout plein de bugs partout, ça ne marche pas bien, ok, ça il faut changer de fournisseur. Mais typiquement, vous pourriez passer de Azure qui ne vous plaît pas à Amazon qui vous plaît mieux ou à GCP qui vous plaît mieux. Ça, c'est un problème ponctuel. Ou bien vous avez un problème structurel, c'est-à-dire que vos choix de fournisseurs vous mettent ou risquent de vous mettre, si c'est des choix qui sont en cours et qui ne sont pas encore actés, dans une posture dangereuse. Et c'est la position qu'il faut revoir dans ce cas-là, ce n'est pas tellement le fournisseur. Donc globalement, cette approche-là, c'est une approche qui permet de ne rien faire, donc ça c'est très pratique. Ça permet de dire on attend qu'il y ait un Amazon européen et tant qu'il n'y en a pas, on ne fait rien. Mais globalement, attendre le prince charmant, ça ne règle pas les problèmes. Nous, ce qu'on vous propose, c'est de regarder, donc pas tellement ça en se disant j'ai du cloud pas souverain, il faut que je le remplace par du cloud souverain, mais plutôt essayer d'identifier et de qualifier le risque structurel. Se poser la question, est-ce que la posture dans laquelle je suis, ça crée un risque? Est-ce que ce risque est grave? Est-ce que c'est sérieux? Typiquement, si je suis en train de créer une dépendance économique vis-à-vis d'un fournisseur, en moyenne, quand c'est le fournisseur de stylo rouge, ce n'est pas très grave. Et quand c'est le fournisseur d'informatique, ça peut être beaucoup plus dangereux. Et puis, on vous propose de traiter ce sujet de dépendance technique, exactement comme on traite n'importe quel autre risque industriel habituel. Et en fait, les risques industriels, ça fait longtemps qu'on sait les traiter et qu'on sait les traiter d'une manière assez sérieuse. Alors, ça va être par des standards, par des normes, par la diversification des fournisseurs. Et c'est tout ça dont on va vous parler. Mais voilà, on voulait tordre le cou tout de suite à cette description-là du problème. Et c'est pour ça que le mot souverain décrit très mal la difficulté, en vrai. La question de positionnement stratégique et d'autonomie stratégique décrit beaucoup mieux le problème qu'on a à résoudre. La partie stratégie étant à définir par chacun. Donc, ce qu'on appelle gestion des risques de la dépendance, en fait, cette question-là, c'est à quel endroit le fait que vous ayez loué des services chez un fournisseur en ligne crée une difficulté. Et ça, c'est une question qui est vraiment structurellement liée à la nature des services que vous louez. Je m'explique. Si je prends un service ancien, mettons partage de fichiers, vous faisiez ça il y a 10 ans avec un gros disque dur partagé au sein de l'entreprise. Le service était essentiellement fourni par vous en vous appuyant sur un logiciel qui était acheté. L'éditeur du logiciel n'avait pas la capacité, de manière efficace, d'éteindre le service du jour au lendemain. Il pouvait cesser de vous livrer des mises à jour, ce qui est embêtant en termes de sécurité,
mais il pouvait difficilement éteindre un service qui tournait on-prem sur vos installations. À partir du moment où vous prenez un service en ligne, alors c'est particulièrement vrai avec du SaaS, Software as a Service, mais c'est aussi vrai quand vous louez des machines virtuelles chez un cloud provider, quel qu'il soit. Votre fournisseur peut à ce moment-là, du jour au lendemain, dans la minute, éteindre les services s'il en a envie. En moyenne, il ne le fera pas, il y a des contrats pour vous en protéger, mais il est possible de le faire. Et toute la question de l'analyse stratégique du risque, c'est quel risque ça crée. Je prends des exemples simples. Votre métier, c'est de faire tourner une centrale nucléaire. Si on vous coupe le mail du jour au lendemain, c'est pénible, mais ce n'est pas dangereux. En revanche, si vous avez fait tourner sur des VM que vous louez le service qui gère l'extinction du réacteur en cas de pépin, ça, si ça s'éteint du jour au lendemain, ce n'est pas acceptable, c'est beaucoup trop dangereux. Et donc là, vous créez un risque qui est trop fort. C'est ça ce que j'appelle l'analyse du niveau de gravité. C'est s'il y a une crise majeure qui fait que le fournisseur de services décide de couper, quel risque ça crée pour l'organisation? Est-ce que ce risque est acceptable? Et s'il n'est pas acceptable, comment est-ce qu'on peut s'en prémunir? Mais il faut comprendre que la notion de gravité est relative à l'organisation et qu'on parle vraiment de crise majeure. C'est-à-dire que l'actualité géopolitique nous a montré qu'il peut arriver des choses un peu dingues qu'on aurait cru comme impossible il y a 10 ans. Moi, que quelqu'un à la Maison-Blanche décide de couper le mail de la Cour pénale internationale, il y a 10 ans, je n'y aurais pas cru. Or, l'actualité nous montre qu'en ce moment, ça se fait. Donc là, il y a des sujets qu'il faut regarder et les difficultés ne sont pas toujours où on croit. Ludo, je te passe la main. Ouais. Donc, un des travaux qu'on vous propose, une des réflexions, c'est d'aller identifier effectivement quelles sont ces dépendances qui vous paraissent inacceptables ou qui vous mettent sur un risque suffisamment élevé, que ce soit d'un point de vue technologique ou d'un point de vue juridique. Et donc, c'est une démarche d'aller les identifier au plus tôt et pour pouvoir les traiter. Alors, il y a des pistes technologiques. On parle beaucoup de la mise en place de standards. On le voit notamment sur, par exemple, tout ce qui est base de données, sur PostgreSQL ou bien des langages normalisés. On a aussi beaucoup la gestion des dépendances. On l'a vu à travers cette normalisation, Internet. Malgré des évolutions absolument permanentes et des multiplicités d'acteurs, de solutions ou d'implémentations, on est incapable d'intervertir des solutions les unes par rapport aux autres, parce qu'en fait, tout ça marche sur des standards uniques. On peut prendre l'exemple du DNS. On peut remplacer un fournisseur DNS l'un par rapport à l'autre. Vous pouvez utiliser celui de Microsoft ou de Google, mais vous pouvez aussi avoir le vôtre. Vous pouvez avoir votre Bind9 en interne et ça marchera de la même façon. Donc, il n'y a pas d'emprise, il n'y a pas de risque vis-à-vis des dépendances que vous allez créer en choisissant des solutions qui sont standards et basées sur ce qu'on appelle donc des communs numériques. Donc, c'est des produits, des solutions, des standards qui sont le fruit de communautés, donc beaucoup sur du libre, évidemment. Et donc, comme ça appartient à une communauté, il n'y a pas l'emprise d'un fournisseur ou d'un tiers sur ce standard. Donc, il y a un véritable intérêt stratégique à aller participer, entretenir, s'assurer de l'indépendance de ces communs numériques. Et donc, c'est une façon pour vous de garantir cette interopérabilité, finalement, la capacité à passer d'une solution à l'autre sur un temps très, très long. Et donc, d'éviter toute position monopolistique sur une technologie, un standard, par exemple, d'hébergement de machines virtuelles, des protocoles spécifiques qu'on retrouve absolument partout, même sur du mail, par exemple, on prend Outlook. Et donc ça, c'est ce qui vous permet d'obtenir une forme d'autonomie. C'est le fait de dire, je ne vais pas chercher forcément le produit le plus affûté, ce n'est pas le sujet. Je vais chercher le produit
qui répond à peu près à mon besoin et qui ne me met pas dans une position dangereuse. Je ne cherche pas forcément la voiture la plus rapide. Je cherche la voiture qui va m'amener à Marseille en vie, de manière certaine, qui ne risque pas d'exploser. Et en fait, si elle roule un peu moins vite, ce n'est pas forcément si grave, parce que j'améliore les conditions de sécurité, je réduis les risques stratégiques, etc. Et donc, c'est chercher à la fois cette espèce de compromis et puis de regarder, exactement comme pour un fournisseur de pièces détachées, c'est-à-dire ou pour un fournisseur d'outils. Si vous utilisez beaucoup de tournevis dans votre métier, vous n'allez pas forcément chercher l'embout qui est le plus finement, exactement parfait, parce que s'il est soumis à des copyrights, des droits, et que du coup, il y a un seul fournisseur de ce modèle de tournevis, et que du coup, vous devenez dépendant de ce fournisseur, et que toute votre chaîne de logistique va se mettre à dépendre du fait que cette personne accepte de vous livrer le bon volume de tournevis tous les mois, sinon votre business s'arrête, c'est plus intéressant de chercher un modèle standard sur lequel il y a 35 fournisseurs sur le marché, vous pouvez en changer quand vous voulez, donc vous êtes moins en danger. C'est ça, cette idée de standardisation. La difficulté de ça, c'est que vous devenez un peu plus maître de ce que vous faites et donc vous avez une obligation de savoir-faire. Vous ne pouvez plus entièrement vous reposer sur vos fournisseurs. Vous pouvez vous reposer sur vos fournisseurs, mais si vous voulez être maître du jeu et capable de changer de fournisseur, ça suppose que vous ayez l'expertise technique qui vous amènera à une forme de maîtrise de ce que vous faites. Donc, c'est une posture qui n'est plus tout à fait la même. Vous n'êtes pas client complètement passif, mais acteur et capable de choisir et de mettre les priorités dans le bon ordre. Un des éléments là-dedans, c'est qu'il y a on connaît tous ça en informatique, il y a des choses qui sont standardisées et il y a des choses qui ne le sont pas. Si vous faites de la programmation en C, le langage C est très normalisé. Les normes sont publiées depuis plus de 40 ans. Les premières versions normalisées du C, c'est Ritchie et Kernighan, ça doit être 79, si ma mémoire est bonne. Et donc, sur ces systèmes-là, des compilateurs C et des éditeurs de solutions pour compiler du C, je pense qu'on peut en trouver des centaines. Certaines complètement bricolées, faites par des étudiants qui s'amusent, d'autres extrêmement professionnelles, comme, je ne sais pas, Visual Studio, ça s'est compilé du C, GCC, ça s'est compilé du C, d'autres très grands compilateurs savent le faire. Et si votre projet industriel repose sur le langage C, vous êtes sur une norme, vous êtes relativement safe. En revanche, il y a d'autres langages de programmation qui ne sont pas du tout normalisés. L'exemple qui me vient, c'est Python ou Perl. Python, tout le monde code en Python. Or, il n'y a pas 55 éditeurs d'interpréteurs Python. Il n'y en a qu'un. Il est maintenu par la communauté, mais il n'y en a qu'un. Et ça, c'est un élément absolument clé. Si vous dépendez de quelque chose qui n'est pas une norme, et Python n'est pas une norme, vous devez faire attention que ce dont vous dépendez reste un système ouvert. Et là, il y a des red flags auxquels il faut faire attention. Est-ce qu'il y a une seule entreprise qui est à la tête technique du truc? Si c'est le cas, c'est dangereux. Et ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas y aller, mais ça veut dire qu'il faut être prudent. Est-ce que c'est maintenu par une communauté et que du coup, cette communauté est capable de bouger quand ses acteurs changent? Enfin, voilà. Là, il y a quelque chose à regarder qui est, est-ce que vous avez affaire à un commun numérique? Quand vous êtes sur un système normalisé, vous pouvez utiliser un système propriétaire qui respecte la norme parce que vous pouvez le remplacer par n'importe quel autre système propriétaire qui respecte la même norme. Quand vous êtes sur quelque chose qui n'est pas défini par une norme, mais par un usage ou par une pratique, alors, plus ça s'approche d'un commun numérique, plus vous êtes dans une zone safe qui vous permet d'avancer même en cas de crise géopolitique majeure. C'est par exemple toute la différence qu'il y a entre Python et Go. Go, c'est une très chouette techno, mais à la tête de Go, il y a essentiellement Google et un peu une communauté. Python, c'est le contraire, il y a essentiellement une communauté et quelques grands groupes qui contribuent. Et donc, ça ne donne pas la même posture, et il y en a une des deux sur laquelle il faut être prudent, en particulier parce que si un jour il y avait une crise géopolitique majeure, par exemple une interdiction des États-Unis à exporter des technos vers chez nous, comme ils font avec Cuba, alors ces outils technologiques peuvent devenir embêtants et il pourrait devenir nécessaire pour continuer à bosser avec, de faire des forks. Je ne sais pas si c'est du vocabulaire qui est familier à tout le monde.
qui vient du monde du logiciel libre, où en fait, quand un projet open source dérive dans une direction qui déplaît à la communauté, puisque toutes les sources sont disponibles, la communauté peut faire dériver un deuxième projet qui part dans une autre direction. Et donc, typiquement, c'est ce qui s'est passé sur Terraform. Si ça parle à tout le monde, Terraform, essentiellement maintenu par HashiCorp. HashiCorp a décidé d'en changer le contrat de licence. Ce changement de contrat de licence crée une difficulté majeure pour des milliers d'acteurs utilisateurs de cloud. Et donc, un projet a été forqué qui s'appelle OpenTofu, qui reprend la dernière base publique de code de Terraform et qui fait évoluer dans une autre direction. Ça, c'est le type de garantie qu'on peut trouver. Pour réussir à intégrer des communs dans la façon dont vous traitez vos dépendances industrielles, on a une difficulté qui est la nécessité d'intégrer un changement de culture. Il y a plusieurs éléments qui relèvent vraiment du culturel et pour le coup, pas de problème technique. J'en ai comme ça 2 ou 3 en tête. Le premier, c'est qu'il faut réussir à faire rentrer ça dans le plan comptable. Et l'air de rien, c'est compliqué. Typiquement, vous avez besoin que votre fournisseur vous fournisse une solution d'hébergement de machines virtuelles. Vous n'avez aucun problème à sortir le carnet de chèques et à signer des commandes en millions d'euros. Si vous avez besoin qu'il existe un logiciel, c'est plus embêtant. Vous avez besoin qu'il existe un logiciel de comptabilité, vous achetez la licence, vous payez 200, 300, 500, 2 millions d'euros, qu'importe. Ça marche. Mais si vous décidez d'utiliser un logiciel de comptabilité du domaine public, vous devriez pouvoir mobiliser le même budget. Mais comment vous allez justifier du fait que vous allez faire un don de 50 millions d'euros à l'association qui développe le logiciel, alors qu'elle ne vous le demande pas pour en achat de licence? Donc, on ne dit pas il faut sortir des budgets spécifiques, on dit là, il faut mettre du budget dans l'entretien du commun numérique dont vous dépendez, et c'est très compliqué à justifier en comptabilité, alors que c'est le même montant. Et là, il y a une difficulté particulière où il faut réussir à faire rentrer dans le plan comptable des entreprises le fait qu'entretenir le bien commun, il y a besoin de le faire. Il y a un deuxième élément qui est purement culturel, qui est sortir du complexe d'infériorité. Énormément de gens, parmi nos dirigeants, parmi nos politiques aussi, viennent dire des sottises comme ça, viennent expliquer qu'en France, on ne sait pas écrire un logiciel, qu'il n'y a que les Américains qui savent développer, etc. On sait que ce n'est pas vrai. Mais voilà, il faut sortir de ce complexe d'infériorité. On est tout à fait capable de faire des choses. Les ingénieurs européens savent coder de très bons produits. Il n'y a vraiment pas de difficulté à cet endroit-là. Et puis, il y a un troisième élément, quand on se met à entretenir le bien commun et à contribuer du code, etc., c'est qu'il faut apprendre à donner. Et ça, autant dans le monde associatif, il y a des gens qui savent le faire, autant côté entreprise, ce n'est pas naturel. L'idée que vous allez développer une techno et que vous allez consacrer des moyens, du temps et de l'énergie à améliorer quelque chose pour apporter une fonctionnalité qui sera utile à d'autres, mais pas tellement à vous. Ça, c'est une posture qui est très particulière. On n'est pas tellement formé à ça dans les entreprises et ça demande de pivoter un peu intellectuellement. Ludo, je te repasse la main. Oui, je regarde l'heure. Donc oui, effectivement, vouloir être souverain sur ses choix, c'est très bien. Maintenant, faut pouvoir, au départ, il faut les assumer. Il faut pouvoir avoir la volonté de construire ces environnements pour pouvoir évoluer avec indépendance. Et ça, comme le disait Benjamin, ça souvent en arbitrage entre la performance, l'innovation que je vais chercher et la capacité finalement de robustesse, de résilience sur le long terme que je vais pouvoir investir finalement dans mes communs numériques. Et donc, c'est prendre des risques, c'est faire des choix un peu assumés, prendre des solutions peut-être moins établies, sur lesquelles je ne peux pas me reposer sur un fournisseur externe qui va quelque part me garantir les risques en cas d'évolution contraire à mes intérêts sur des solutions.
Et ça, on l'a vu par exemple, on a souvent entendu ah ben, on choisit IBM parce qu'on ne pourra jamais nous le reprocher. Bon, ben, c'est exactement faire l'inverse que d'évoluer avec autonomie. Donc, comment on fait, une fois qu'on a fait ce constat-là, comment on fait pour améliorer son engagement, son autonomie stratégique? Donc, on voit six grandes façons, six grands axes. Le premier, c'est d'aller identifier donc, les dépendances les plus dangereuses, donc à travers vos fournisseurs, à travers les solutions techniques qui sont en dépendance sur des acteurs monopolistiques, celles qui vous semblent totalement irremplaçables. Cette analyse, elle prend en compte effectivement une vision un peu stratégique de où est-ce que sont vos assets dits vitaux, où est-ce qu'ils sont hébergés, à la main de qui ils sont, sur quelle technologie ils reposent, et est-ce que c'est grave? Donc ça, c'est la première analyse qu'il faut faire, c'est analyser ces dépendances les plus critiques pour pouvoir prendre la décision. Le deuxième point, c'est plusieurs clouds. On a tous des workloads différents. En fonction de la criticité et de la sensibilité de vos assets, en fait, c'est là où vous allez choisir où est-ce que vous allez les déployer. Donc aujourd'hui, on peut dire que les entreprises elles sont hybrides par nature sur leurs environnements. Vous avez de l'on-prem, vous avez des hyperscalers, vous avez des solutions en SaaS. Et donc des assets, vous en avez absolument partout. Et donc ça rejoint le premier point, d'aller identifier et analyser les dépendances dangereuses, mais aussi d'aller identifier où est-ce que je vais mettre les données sur lesquelles j'ai toujours le contrôle. C'est à cet endroit-là que vient se nicher, par exemple, le refus de la difficulté. Enfin, le refus de la simplicité, pardon. Il y a beaucoup de gens qui, dans du cloud, se disent dans ma structure, dans ma DSI, on va utiliser systématiquement tel cloud provider, ça va nous aider à standardiser, ce sera partout pareil, on n'aura pas à se poser de questions. Donc là, il y a une forme de refus de la complexité. On se dit, je vais mettre la complexité ailleurs. Moi, je vais me concentrer sur mon métier. Et ça, c'est une posture qui est extrêmement dangereuse si elle vous rend dépendant. Et donc là, si on se met à retravailler avec plusieurs fournisseurs, eh bien, il faut maîtriser la complexité, il faut maîtriser la difficulté à changer de fournisseur. Et donc, vous reprenez à votre charge une partie de la complexité qui vous permet de gagner en autonomie parce que vous gagnez en maîtrise. Et un de ces fournisseurs-là peut être et doit être votre propre cloud, votre propre système d'hébergement qui doit être lui aussi géré comme un cloud interne avec les mêmes niveaux d'exigence et de transposabilité des solutions. Alors ça c'est un élément clé pour ceux que j'appelle les opérateurs d'importance vitaux. Souvent, vous avez été amené à conserver sur des systèmes on-prem certains systèmes très critiques quand vous êtes dans ces postures-là. Et il y a toujours une espèce de flou culturel sur est-ce qu'on l'a conservé on-prem parce qu'on n'est pas bon, c'est-à-dire qu'on n'a pas été capable de le passer du COBOL dans lequel il a été écrit par les grands anciens vers du cloud moderne écrit dans un langage moderne. Donc, est-ce que c'est un échec technique parce qu'on n'est pas assez bon ou est-ce que c'est parce que ce système est ultra contraint par des contraintes souvent peu dites et donc que tout le monde n'a pas en tête et qui sont des contraintes réglementaires, des obligations de disponibilité, des obligations d'être là quoi qu'il advienne, des plans de reprise d'activité en cas de crash pour qu'en moins de 24 heures, le système soit up and running. Et où en fait, quand on empile toutes ces contraintes-là, eh ben, on a défini un problème d'autonomie stratégique dont la bonne réponse est de le garder on-prem et où il faut apprendre à faire évoluer ce on-prem vers des technos modernes plutôt que de vouloir aller chez un éditeur qui fournit ça sur étagère et qui crée une dépendance qui n'est pas acceptable. Et où en fait, souvent sur ces projets de faire bouger du legacy vers du cloud, quand les projets échouent, c'est pas rare du tout que ce soit parce qu'il y a des contraintes externes et que ces contraintes n'ont pas été analysées et où du coup, on garde le goût amer d'un échec technique alors qu'en fait, on avait un problème réglementaire qu'on n'a pas réussi à traiter. Alors, il y a aussi, ça on en a parlé longuement, le changement culturel. Il y a des vrais sujets sur lesquels il faut être de piloter. Les deux derniers points, je regarde l'heure, si on veut faire partie speed consulting, oui. On accélère. Donc, c'est de s'allier avec d'autres acteurs. En fait, vous utilisez déjà beaucoup et vous avez tout intérêt à utiliser beaucoup de solutions qui sont déjà sur étagère. Mettez en commun, il y a peu de mise en commun finalement des niveaux d'investissement sur des logiciels libres.
vous avez beaucoup pris dans les logiciels libres. On cite toujours les exemples, mais Linux, PostgreSQL. Posez-vous la question de savoir qu'est-ce que vous avez donné pour pouvoir permettre la continuité de ces solutions-là sur le long terme. Je te propose de passer à la suite. Donc là, on a pris quelques exemples très rapidement de missions qu'on a pu réaliser ou d'acteurs qui nous ont eu une démarche allant dans ce sens-là. Le premier, c'est Thales, qui a fait un grand programme de transformation de ses applications historiques, legacy, et qui finalement s'est aperçu que malgré tous ses efforts pour aller vers des cloud providers X ou Y, a été obligé de remoderniser l'ensemble de son on-premises pour pouvoir héberger tous ces assets d'intérêt vitaux. Et donc, un grand programme de modernisation. La question de Thales est transformée de comment j'éteins mon cloud privé à comment je le modernise et j'en fais un véritable cloud interne et autonome. Une très jolie faute de frappe dans la diapo qui fait que les informations critiques sur le nombre d'applications ne sont pas communiquées. C'est en milliers, mais il manque le premier chiffre. C'est un gros millier. Vas-y, tu peux passer à la suite. Oui. Voilà un autre exemple. Michelin est... Vas-y, je te laisse raconter Michelin. Michelin est un bon exemple de reprise en main également de son infrastructure. Donc en 2023, ils ont beaucoup communiqué sur ce sujet-là. C'est pour ça qu'on s'est permis d'en parler aujourd'hui. Ils décident de revenir à de l'open source après avoir longuement utilisé des solutions à base VMware pour leur machine virtuelle, puis une migration vers la solution managée de containerisation VMware Tanzu pour leur cloud privé. Et ils ont rebasculé, ils ont fait l'époque en 2023, 2024 pour rebasculer sur une reprise en main complète de leur système d'hébergement à base donc de Cluster API, Argo CD, etc. Il s'avère qu'ils ont réussi, avec une équipe de 11 personnes, à gérer cette migration-là sur un parc Kubernetes aujourd'hui complètement autonome. Donc ça nous semble, voilà, c'est un des exemples de reprise en main sur un opérateur stratégique sur ce domaine, qui est leader sur son domaine, pour héberger l'ensemble de ces applications les plus critiques, notamment les applications de R&D. Et au final, ils se trouvent moins chers. Ouais. C'est intéressant parce qu'on a vraiment là deux morceaux distincts. L'analyse stratégique a amené Michelin à conserver ses systèmes on-prem. Et ça a toujours été. Cette analyse-là n'a pas changé chez eux. En revanche, ça tournait sur des solutions propriétaires, parce que VMware Tanzu, ça marche bien, ça fait du cube, c'est tout joli, il y a des interfaces pour piloter, talala. Sauf que le mouvement autour de VMware et de ces changements de prix de licence et de modèle de tarification a fait que c'était devenu industriellement dangereux de rester avec cet éditeur monopolistique qui pouvait continuer ces mouvements erratiques. Et donc, Michelin est passé sur un modèle où, plutôt que prendre du cube tout packagé par VMware, ils prennent du cube maintenu par la communauté qui font tourner sur du bare metal. Et dans ce mouvement-là, ils ont beaucoup d'éléments où ils sont revenus à de l'open source, où ils sont revenus à un modèle de contributeur, etc. Donc, c'est bien un morceau qui montre la multiplicité des éléments et on n'est pas obligé de faire tous les mouvements en même temps. Le premier mouvement stratégique qui est de dire tous les secrets de la maison, je ne les mettrai pas chez un cloud provider. Ça, c'est un mouvement qui est historique chez Michelin. Ils avaient les mêmes réflexes. Et alors maintenant, c'est le moment où, normalement, ce serait bien que vous ayez des tas de questions